3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Eh bien moi ça va en ce mercredi parce que vous avez l'habitude, le mercredi c'est le jour des best of Twitch, quand le samedi, lui, c'est le jour des vidéos plus classiques, plus normales, comme vous connaissez depuis le début de ma chaîne. J'aime bien le fait de pouvoir varier entre ces deux contenus, et je trouve ça quand même super important de vous donner ce résumé des live Twitch, tellement il s'y dit des choses intéressantes avec les viewers. Voilà pourquoi, de toute façon, vous l'avez capté, avec ce plan serré, là tout de suite on part en mode Crystal Ball. Quoi qu'il en soit, vu le titre de la vidéo et la miniature, vous savez très bien de quoi on va parler aujourd'hui. Le sujet, ce sera Ben Simmons. Et ce qu'on va faire, c'est ce que beaucoup attendent, c'est-à-dire analyser la situation actuelle, vous donner mon avis à ce propos, mais surtout imaginer 6 destinations différentes pour lui. Comme vous allez le voir, afin que ce soit le plus réaliste possible, j'ai utilisé la trade machine de Fanspo, qui à mes yeux est la meilleure. Et même si tout ça ne sera que subjectif, je trouve que ça donne vraiment un outil pour que ce soit le plus objectif possible, mine de rien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout ça on reviendra plus ou moins dessus, alors on ne perd pas plus de temps tellement le programme est chargé. C'est parti pour le sujet du jour. Où ira Ben Simmons? On part sur Ben Simmons. Je vais vous donner déjà un petit peu mon avis et résumer la situation. Donc là, il a demandé officiellement son transfert. Il a fait des annonces à Philadelphie qui ont été relayées par le Philadelphia Inquirer et notamment le journaliste Keith Pompey qui disait qu'il voulait absolument être transféré et que s'il ne l'était pas au moment du training camp, il ne se présenterait pas au training camp. Quitte à payer des amendes d'ailleurs, quitte à payer des amendes parce que les amendes sont évaluées à 227 000 $ par jour s'il n'y va pas, et lui il a dit qu'il n'en avait rien à faire, s'il faut il les paye. Donc ça montre à quel point il ne veut vraiment pas revenir à Philadelphie. Pour être très franc, je trouve pas ça professionnel du tout, quand tu as un contrat dans une franchise, de refuser de jouer. Même si tu es très déçu, et il a sûrement des raisons d'être très déçu, je trouve pas ça professionnel du tout, quand tu gagnes autant d'argent, de faire ta loi comme ça et de mettre la pression comme ça sur ses dirigeants. Je dis pas ça parce que je suis fan des Sixers, j'ai déjà pensé d'autres joueurs qui ont fait la même chose, et Ben Simmons, je trouve que sa situation est très très compliquée. Surtout dans la mesure où, mine de rien, même s'il a été déçu des déclarations de Embiid et Rivers, sur lesquelles on reviendra un petit peu après, il faut pas oublier que Philadelphie lui a toujours fait confiance. Ils l'ont drafté en numéro 1, ils lui ont proposé un contrat max, et toujours, ils l'ont mis dans une sorte de cocon, ils l'ont toujours protégé, à part cette année. Mais quand beaucoup de monde lui reprochait de pas assez shooter de loin, beaucoup de monde lui reprochait de pas assez marquer de points, toujours dans les médias, et notamment Brett Brown, le coach qui était avant Doc Rivers, a toujours protégé en disant que c'était un All-Star, une future superstar, etc., etc. Malgré son refus de shooter, tout le monde a laissé Ben Simmons dans son cocon. Et maintenant, après tout ce temps où justement tout le monde l'a défendu, une fois il a un revers, et là il demande son transfert, je trouve ça quand même très compliqué, et que je trouve que ça manque de classe. Maintenant, mettons les choses au clair, Doc Rivers a clairement abusé. Quand, sous le coup de la déception, j'espère que c'est sous le coup de la déception et qu'il a regretté, mais quand en conférence de presse, juste après l'élimination en playoff par les Hawks, on lui demande si Ben Simmons est selon lui un meneur d'une équipe qui peut aller au titre, il dit qu'il ne sait pas, c'est pas classe de la part d'un coach. J'avoue, c'est pas classe. Joel non plus, n'a pas été très classe avec son coéquipier. Quand il dit que le tournant du match 7 contre Atlanta, c'est quand Ben Simmons ne va pas au panier et fait une passe pour Tybalt, je crois, et Tybalt met qu'un seul lancer franc sur 2, il le roule un peu dans la boue. Donc tout ça, je comprends que ça ait mis très mal Ben Simmons, et j'aurais pas aimé être à sa place au moment de son départ en vacances. Doc Rivers le roule dans la boue, Joel Embiid le roule dans la boue, les médias le roulent dans la boue, sur les réseaux il se fait défoncer. Compliqué, donc je cautionne pas vraiment tout ce qui s'est passé. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, quand tu veux être une superstar, LeBron il a pas eu que des moments faciles, Kevin Durant il a pas eu que des moments faciles. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut savoir accepter la critique, savoir encaisser la critique, et savoir revenir plus fort. Si tu prétends que tu as le statut d'une superstar, il faut être capable de l'encaisser, cette critique. D'autant plus quand elle est justifiée, parce que le choke de Ben Simmons pendant les playoffs, il faut arrêter, il est réel. Il a été maladroit au lancer franc, tellement maladroit au lancer franc qu'il avait presque peur de tirer, il refusait des shoots, comme Joel Embiid l'a dit. Au final, même si c'est pas classe de la part de Doc Rivers et de la part de Joel Embiid, c'est un petit peu vrai ce qu'ils ont dit, parce que sa peur d'échouer au lancer a fait qu'il tentait beaucoup moins, qu'il devenait très timide, que les Hawks faisaient des fautes sur lui, et qu'il s'est mis complètement en retrait, et qu'on avait un Ben Simmons qui parfois, clairement, handicapait sa team, et ça en est devenu son souci. Ce que je veux retenir surtout, c'est que sa demande de transfert, que, je le répète, je trouve pas du tout professionnelle, me déçoit énormément.
parce que, pareil, hein, je fais partie, encore une fois, en tant que fan des Sixers, de ceux qui l'ont toujours défendu, ceux qui sont habitués sur Twitch le savent, sur les réseaux je l'ai toujours défendu, j'ai toujours dit que le basket ce n'était pas qu'une question de marquer des points, qu'il apportait tout plein d'autres choses, qu'il apportait une défense qui était assez exceptionnelle, hein, il faut se rappeler qu'il était 2e au vote du T-Poy cette saison, qu'il est 3 fois All-Star, hein, et c'est mérité aussi, que c'est un vrai playmaker, qu'il a une espèce de puissance et de vitesse en contre-attaque et en transition qui est très forte, au niveau du footwork c'est un génie, donc ok, il shoot pas, ok, il marque pas beaucoup de points, ok, il est maladroit au lancer franc, ok, mentalement, il n'était pas au mieux pendant les playoffs, n'empêche que ça reste un vrai joueur. Et là, cette NBA qui appartient aux joueurs, ça me dérange un peu. Alors avant, je dis pas que c'était mieux, je suis pas un des nostalgiques qui dit que c'était mieux avant, quand les équipes maîtrisaient tout, et qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient, en transférant un joueur n'importe où, n'importe quand, et en faisant des fausses promesses, je dis pas que c'était bien non plus. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu, parce que là maintenant, c'est vraiment les joueurs qui ont le tout pouvoir, sûrement beaucoup trop, et je trouve que c'est un petit peu too much. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'on a l'impression que ça dépasse juste le pouvoir des joueurs, ça s'étend même aux agents. Là, on a eu des rumeurs qui ont été un petit peu modifiées depuis, mais on a eu des rumeurs qui disaient que pour garder ces joueurs ensemble, Rich Paul, qui est l'agent de LeBron James, mais aussi de Ben Simmons, a demandé à ce que Maxey soit transféré avec lui, vu qu'il est aussi l'agent de Maxey, pour pouvoir avoir ces joueurs dans la même équipe. Mais là, je me demande où on est, d'où les agents peuvent faire ça. Alors de ce qui se dit, Maxey aurait fait une demande à son agence et à Rich Paul en disant « Non, moi je suis bien à Philadelphie, donc s'il te plaît, j'ai mon mot à dire aussi. » Et moi, je pense que ça peut être dangereux que la NBA appartienne aux agents. Je m'y connais pas assez sur le foot, j'ai pas assez d'exemples, mais je crois qu'à Arsenal, il y a eu des soucis comme ça, où des agents avaient tellement de pouvoir sur la plupart des joueurs qu'ils avaient même de l'influence sur le temps de jeu des joueurs et sur les coachs, et là je pense que la NBA pâtirait vraiment de ça. Donc j'espère qu'on n'en sera pas là, et cette impression que ça donne avec Ben Simmons et Rich Paul me dit que le danger est proche et que ça pourrait arriver. Après aussi, je voulais revenir sur des choses. J'ai entendu dire, mais Ben Simmons ça va, il a raison, Kevin Durant il a quitté OKC pour aller à Golden State, LeBron il a quitté Cleveland pour aller à Miami, et puis eux aussi ont trahi leur équipe, et aujourd'hui ça reste de très bons joueurs. Sauf que non. Eux, ils ont attendu leur fin de contrat. Ils ont honoré leur contrat jusqu'au bout. Alors ok, on pouvait être déçu que KD parte d'OKC après, surtout pour rejoindre Golden State, sachant que c'était les Warriors qui avaient éliminé le Thunder. On pouvait être déçu. N'empêche qu'il a fait ça plutôt proprement, au moins entre guillemets, dans la mesure où il a attendu la fin de son contrat. LeBron, pareil. On pourra dire, il est parti la première fois de Cleveland sans leur offrir un titre, alors qu'il avait toujours promis un titre. Et bon, il l'a apporté après, mais à l'époque, on savait pas qu'il allait l'apporter. N'empêche que c'est pareil. Il a attendu la fin de son contrat. Et pour moi, ça va pas du tout dans le même bateau, tout ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est très différent d'imposer son trade ou d'honorer tes engagements. Après, on pourrait peut-être un peu plus comparer à Harden, qui a demandé son transfert des Rockets la saison dernière. Et ça, je cautionne pas, déjà. Ça, c'est la première chose. Je cautionne pas forcément la demande de transfert d'Harden. N'empêche que je trouve qu'il a plus d'excuses, plus de raisons. On avait une équipe des Rockets de Houston qui prenait un vrai virage, avec Mike D'Antoni qui n'était plus là, avec Daryl Morey qui était parti lui aussi, et qui poursuivait d'autres objectifs qui ne convenaient pas à Harden. Alors qu'à Philadelphie, là, l'objectif c'est toujours le titre. Il n'a pas cette excuse-là, Simmons. Et en plus de ça, Harden, lui, il avait quand même un statut d'ancien MVP. Alors je dis pas que si t'as gagné tout plein de choses et que si t'as gagné plus de distinctions individuelles, tu peux faire plus de caprices. N'empêche que j'ai l'impression que t'es un peu plus légitime quand tu es un ancien MVP de dire écoutez là les gars, si on joue pas le titre l'année prochaine, moi j'aimerais un transfert. Ben Simmons c'est écoutez, vous m'avez critiqué, je l'ai mal pris, j'ai envie de partir. Et je sais pas, je trouve que non, c'est pas trop, ça fait presque gamin capricieux, et ça me dérange. D'ailleurs, il subit de grandes critiques, hein. Je sais pas si vous avez vu Barkley, mais Barkley l'a clairement démonté, Ben Simmons, en disant que tu pouvais pas faire ça quand une équipe t'offrait autant d'argent, quoi. Et quoi qu'il en soit, là, on est dans une situation où les Sixers devront, de toute façon, ils ont plus le choix, ils sont dos au mur, doivent transférer Ben Simmons au plus vite. Et là, de toute façon, on le voit, sa valeur descend, parce que tout le monde sait, que toutes les autres équipes savent qu'il doit partir, et que Philadelphie a le couteau sous la gorge. Maintenant, ce qui va aussi un petit peu dans le sens de Philadelphie, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui semblent être sur le coup aussi. Alors, pas beaucoup d'équipes qui semblent être prêtes à mettre beaucoup, mais n'empêche qu'il y a des équipes en concurrence et qui sont prêtes à appuyer sur la gâchette s'ils se sentent gagnants dans le transfert. Et si Philadelphie est prêt à dire oui à beaucoup de monde, ils diront oui à la meilleure offre. Donc cette concurrence pourrait faire potentiellement un peu monter les offres pour Simmons. Donc tout ça fait que je pense que sa valeur est plus basse que ce que Philadelphie aimerait, mais elle n'est pas non plus complètement au fond. Mais en fait, je pense que aussi le problème, c'est qu'à son arrivée, il était un petit peu en compétition avec Joel Embiid pour savoir qui serait le go-to guy à Philadelphie. On a un Joel
Joel qui a bossé vraiment sur ses points faibles, qui a appris à beaucoup mieux gérer les prises à deux, à beaucoup moins perdre de ballon, et qui a vraiment taffé là-dessus. Tandis qu'on a un Ben Simmons qui s'est un petit peu laissé aller, qui est resté un petit peu dans la facilité, qui a toujours refusé de sortir de sa zone de confort, et qui, même si dans ses pick-up games il mettait des shoots, ça s'est jamais vu en NBA au plus haut niveau, j'ai pas l'impression qu'il est... Alors peut-être qu'il a bossé, mais en tout cas il n'a pas eu envie de montrer ça en NBA. Donc comme je disais, peut-être qu'il a peur de rater, peut-être qu'il a peur de se ridiculiser, une peur que Giannis Antetokounmpo n'a pas du tout d'ailleurs, et c'est tout à son honneur. Et aujourd'hui, en tout cas, sous le maillot des Sixers, il semble s'être résigné. J'ai l'impression qu'il veut être une star, qu'il veut la vie de star, qu'il veut être un go-to guy, un mec que l'équipe apprécie tellement qu'elle le défendra coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il mérite ça? Est-ce qu'il mérite pas ça? Je vais pas rentrer dans ce débat, mais quoi qu'il en soit, avec Joel Embiid aux Sixers, ça devient difficile pour Ben Simmons d'être le go-to guy. Et Simmons veut sûrement son équipe dans laquelle il sera encore plus protégé que à Philadelphie. Donc peut-être qu'avec un nouveau départ, on aura un nouveau Ben. Je parierai pas 1000 $ là-dessus, mais je me dis que ça peut, qu'on puisse avoir un Ben Simmons, si il est dans les conditions qu'il souhaite, devienne un petit peu plus protégé, arrive à changer son jeu, arrive à sortir de sa zone de confort. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le trade maintenant devient obligatoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé, vous allez voir, d'imaginer 6 transferts. En fait, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais des 6 transferts que j'aimerais voir pendant l'off-season, et je n'en avais pas fait avec Ben Simmons à l'époque. Donc justement, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de me rattraper. Donc à chaque fois, sur les 6 transferts, j'expliquerai pourquoi, parce que mon but, c'était de faire des transferts que je trouvais cohérents, intéressants et équilibrés. Donc j'expliquerai à chaque fois pourquoi, selon moi, chacune des équipes impliquées est gagnante. Et puis je vous le cache pas, alors je dis pas que ça ira crescendo, en tout cas, le dernier trade, je garde ça toujours pour la fin, c'est ma petite pépite, alors je dis pas que c'est celui que je préfère, mais c'est celui qui va le plus loin parce qu'il implique 4 équipes, et c'est jamais facile de faire quelque chose d'équitable pour 4 équipes. J'ai essayé de me mettre un petit peu dans la peau de chacun des general managers, et essayer de voir ce qui serait le mieux en fonction des objectifs de leur équipe, parce que une équipe A n'aura pas forcément le même objectif que l'équipe B, et donc le joueur de l'équipe A irait peut-être mieux dans l'équipe B, et vice versa. Sachez que aussi ce ne sont pas du tout des prédictions ou des prévisions que je vais faire. Je dis pas que ce trade-là va arriver ou ne va pas arriver. Ce sera juste des exemples, vraiment, pour avoir des idées, de voir, grosso modo, quelle équipe pourrait se positionner sur Ben Simmons, et voir surtout ce que les Sixers pourraient avoir en retour. Trade number 1, Ben Simmons to Sacramento. Le trade numéro 1 pour aujourd'hui implique 3 équipes. On l'appellera le trade Sacramento, parce que comme vous le voyez, dans ce scénario, Ben Simmons arriverait aux Kings. Donc je récapitule rapidement. Les Sixers récupéreraient Buddy Hield, récupéreraient Malcolm Brogdon et récupéreraient un premier tour de draft 2022 de la part de Sacramento. Les Pacers récupéreraient Harrison Barnes, Marvin Bagley et Tyrese Maxey. Et les Kings, eux, récupéreraient Ben Simmons. Pour Philadelphie, ce qu'il faut noter, c'est que les Sixers perdent Simmons, mais aussi Tyrese Maxey. Et je sais que parmi la fanbase de Philadelphie, beaucoup comptent sur Maxey à l'avenir, parce que c'est vrai qu'il a montré de belles choses, beaucoup de culot dans sa saison rookie, et un vrai talent de scoreur. Mais je pense que c'est aussi le prix à payer pour recevoir un package de la sorte. Et surtout, en fait, avec Malcolm Brogdon, moi c'est ça que je retiens, ça permet d'avoir un playmaker super intelligent à Philadelphie. Brogdon, pour faire jouer du Joel Embiid et du Tobias Harris, moi je trouve ça parfait. Il a beaucoup de QI basket, s'il reste en bonne santé, c'est nickel. Et il compensera au moins, je pense, en partie ce que fait Simmons en termes de passe et de playmaking. Bien sûr qu'il amènera peut-être pas autant de défense et autant de qualité et de puissance en contre-attaque, mais sur ce qui est de l'organisation du jeu, il peut faire pas mal de choses, Malcolm Brogdon. En plus de ça, Buddy Hield arriverait, et ça c'est intéressant, parce que derrière Brogdon et Seth Curry, je verrais bien Buddy Hield en 6e homme méga dynamiteur. Et je pense qu'il peut être énorme dans ce rôle, bien plus qu'un Milton, parce que Milton, quand même, dans ses choix, moi il me pose question, et un Hield a plus de qualité, et il serait bien plus sûr qu'un Shake Milton dans ce rôle-là. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Buddy Hield a un petit peu déçu en titulaire dans une équipe qui perd. Alors pourquoi ne pas le tester en 6e homme dans une équipe qui, elle, serait ambitieuse? Peut-être que ça pourrait le relancer, peut-être que ça lui permettrait de trouver un vrai rôle et de devenir, pourquoi pas, l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue. Il en a le talent, et je pense qu'à Philadelphie, ça ferait du bien. Donc un first aussi arriverait pour compenser le départ de Simmons, et de Maxey aussi, hein, bien sûr, parce que voilà, ok, Maxey, c'est embêtant de le perdre, Simmons, de toute façon, on l'a déjà dit, il n'y aura pas le choix, mais avec ses assets qui arrivent en retour, je pense qu'il faut y aller du côté de Philadelphie pour un trade comme ça et une telle proposition. Du côté d'Indiana,
je vais expliquer mes arguments aussi, je pense qu'on veut changer les choses. Ça fait 2 saisons de suite qui sont assez décevantes et que les coachs changent. On est passé de Macmillan à Bjorkgren à Rick Carlisle en à peine 3 saisons. Et dans l'effectif, peu de gros moves ont été faits. Et j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal d'années que l'équipe stagne, plus ou moins, depuis le départ de Paul George en fait, en gros. Hein. Et l'arrivée de Carlisle peut être intéressante, mais est-ce qu'elle va suffire? On sait déjà que Brogdon est sur le bloc, que Turner aussi est sur le bloc, et qu'à Indiana, on est plutôt partant pour faire aussi bouger un petit peu les choses. Et je pense que Brogdon est encore plus sur le bloc depuis la draft de Chris Duarte, qui est un rookie quand même qui est expérimenté, vu qu'il a 24 ans, qui est super intelligent, qui sait faire beaucoup de choses, qui est adroit à 3 points, et qui à terme peut prendre sa place parce qu'il a un rôle assez similaire. Et je trouve que du coup, plutôt que de garder 2 joueurs qui peuvent avoir un profil similaire, se séparer de Brogdon pour récupérer un maxi pourrait être intéressant, notamment dans un autre profil, dans un profil de dynamiteur, soit en tant que titulaire, soit en tant que 6e homme. Donc ça pourrait être cool. On aurait aussi Marvin Bagley qui débarque, qui offensivement a de super mains, c'est un très bon joueur. Il y a plus de doutes au niveau mental. N'empêche qu'il reste un joueur qui a un gros potentiel, qui n'a pas réussi à l'exploiter aux Kings, mais aux Kings on sait que c'était un petit peu particulier, le contexte était peut-être pas le meilleur pour son développement, peut-être que le coach non plus n'était pas le meilleur coach, Luke Walton, pour son développement, et là il peut avoir un autre rôle qui pourrait aussi l'aider à se transformer dans une équipe qui aura plus d'ambition. Il pourra être utilisé en rotation derrière Sabonis et Turner. On sait que Bagley, il n'a pas de chance avec sa santé, Turner non plus, donc c'est pas mal d'avoir 3 intérieurs qui peuvent, je trouve, se relayer en cas de blessure d'un de ses joueurs majeurs. Ce que j'aime bien aussi avec Bagley, c'est qu'il est capable de faire très peu de choses en peu de temps, donc un rôle de remplaçant qui lui permettrait de scorer ses 15 points en faible temps de jeu. À mon avis, ça fera du bien aux Pacers. Et enfin, on a aussi Harrison Barnes, ça commence à faire beaucoup, hein, quand on voit que Indiana ne lâche que Brogdon, on a aussi Harrison Barnes, et attention à ne pas le sous-estimer. Je trouve qu'il est un petit peu oublié depuis qu'il est à Sacramento, parce que c'est quand même un vrai joueur, qui peut jouer au poste 3 et 4, et qui me semble plus sûr qu'un TJ Warren, parce que Warren, il y a quand même son caractère très impulsif qui peut questionner, et même s'il a été très bon à la période de la bulle à Disney, je me demande si c'était qu'un coup de chaud. Peut-être que je me trompe, mais je me pose vraiment cette question. Ensuite, il a été blessé quasiment toute la saison, et comment il va revenir de cette blessure, ça je sais pas. Donc tout ça, ça me fait soulever des interrogations. Et un Harrison Barnes me semble plus sûr. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui score, qui défend, qui prend des rebonds, qui est très propre aussi, qui tire avec des gros pourcentages, qui fait des bons choix de shoot, des bons choix de jeu, qui a de l'expérience et de l'intelligence. Et puis, même si on a l'impression que ça fait longtemps qu'on le voit dans la ligue, il a que 29 ans et il est très loin d'être cramé. Alors ok, on perd un très très bon joueur avec Brogdon, qui pour moi, ça fait plusieurs saisons qu'il lui manque quasiment rien pour être All-Star, peut-être juste des victoires des Pacers, mais les Pacers en vrai semblent de moins en moins compter sur Malcolm Brogdon. Il y aurait en échange 3 joueurs qui arriveraient dans des profils complémentaires, qui ajouteraient énormément de profondeur et qui apporteraient de nouvelles choses à Indiana, qui essaye de trouver de meilleures solutions pour aller de l'avant. On a un Maxi qui apporterait son profil différent de scoreur, qui a un gros potentiel. On a Bagley qui, pareil, a un gros potentiel, notamment offensif, qui pourrait être une très bonne rotation parce qu'il a beaucoup de talent. Et Harrison Barnes qui apporterait son expérience, sa polyvalence et sa justesse. Donc à mon avis, si Indiana veut aller en playoff, une telle offre, ce serait à tenter. Et enfin, je fais le bilan pour Sacramento, qui eux lâcheraient beaucoup pour recevoir que Ben Simmons. Donc au début, peut-être que ça peut paraître beaucoup, n'empêche que, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, Simmons, ça reste un joueur qui a le profil de superstar. Les Kings, ou de potentiels futurs superstars en tout cas, les Kings sont au fond depuis trop longtemps en NBA. Simmons, je pense que ça lui ferait du bien d'avoir son équipe. Sacramento cherche sa star depuis longtemps, et Fox, je trouve qu'il peut être cette superstar, mais il est peut-être encore trop jeune, trop tendre, il va falloir qu'il se développe un petit peu. Donc pour récupérer la star qu'il cherche, au poste 4 en plus, parce que je pense que là, Simmons jouerait au poste 4, hein, il n'aurait pas le choie, et puis j'ai déjà vu des interrogations, est-ce que Simmons voudra bien jouer au poste 4 s'il est transféré? Franchement, à mon avis, j'y vois pas de doute, c'était même son poste naturel à la fac, et Brett Brand l'avait même fait jouer au poste 4 il y a 2 ans, et il avait accepté aussi pour Shake Milton au poste 1. Donc à mon avis, ça ne posera pas de soucis. Et pour récupérer la star qu'il cherche, Sacramento, il lâche 2 joueurs sur lesquels il semble de moins en moins compter, c'est-à-dire Buddy Hield, même 3 joueurs sur lesquels il compte plus trop. Buddy Hield, il est dans toutes les rumeurs de transfert. Harrison Barnes, il va pas vraiment bien avec le profil jeune de l'équipe qu'ils essayent de développer. Marvin Bagley, il compte plus vraiment sur lui non plus parce qu'il a pas réussi à exploser. Donc finalement, récupérer Simmons, et puis en plus de ça, allez, si on revient, Hield, il commence à avoir beaucoup de concurrence avec Fox, avec Haliburton et avec Davion Mitchell qui a été drafté. Bagley, je pense qu'il a fait son temps, et le management des Kings en a marre de ses blessures. Lui aussi, d'ailleurs, Bagley, je pense qu'il veut partir des
des Kings et les Kings semblent bloquer avec ça. Et donc à Sacramento, on récupérerait Ben Simmons sans lâcher ni Fox ni Haliburton, et pour moi ce serait un coup intéressant. Simmons, voilà, remplacerait un petit peu au poste 4 un Harrison Barnes, mais avec 4 ans de moins et beaucoup plus de potentiel. Et puis surtout, en fait, je trouve que le gros manque de cette équipe de Sacramento, notamment la saison dernière, en plus du coaching, hein, je vais arrêter de critiquer Luke Walton, parce que c'est vrai que j'ai du mal avec lui, mais en plus du coaching, le gros manque de cette équipe des Kings, c'était la défense. Simmons apporte ça, il est capable de défendre à l'intérieur comme au périmètre, il est capable de switcher partout, donc il jouerait à ce poste 4, et je pense qu'en plus de ça, en défense au poste 4, il serait super complémentaire avec un gars comme Richaun Holmes qui est très bon pour protéger la peinture. Après en attaque, j'avoue, en termes de spacing, c'est pas fou, mais c'est moins dérangeant si Simmons joue au poste 4. Donc je pense que c'est un vrai coup à tenter pour les Kings, parce que choper un joueur de niveau All-Star, il est quand même triple All-Star Simmons, je le rappelle, sans lâcher Fox ou Haliburton, ça me semble aussi une occasion en or pour eux. Voilà pourquoi, à mon sens, les trois équipes se retrouveraient plutôt gagnantes ou auraient de vrais coups à tester dans un tel transfert. A few moments later. Parmi la communauté, parmi tous les votes, vous êtes 70% à trouver que ce trade est équilibré. Donc je comprends, il y en a qui pensent que les Kings lâchent trop. Moi j'expliquais que finalement pas mal de joueurs qui lâchaient n'étaient plus forcément en odeur de sainteté à Sacramento. D'autres qui pensent que les Pacers sont trop gagnants, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, parce que j'ai lu aussi que pour d'autres les Pacers étaient trop perdants. Et d'autres, finalement, hein, c'est varié, d'autres qui pensent que le pic est en trop pour Philadelphie, et peut-être que si la cote de Ben Simmons continue à baisser, un trade comme ça pourrait avoir lieu sans le first de Sacramento, et là dans ce cas-là Sacramento je pense serait vraiment gagnant. Mais c'est vrai que si la valeur de Ben Simmons continue à baisser sur le marché, peut-être Philadelphie ne pourra plus avoir de pick de draft. En tout cas 70% à valider, donc ça montre que ce trade, même si forcément il est sujet à des critiques, hein, de toute façon je le répète c'est plus pour faire des exemples, arrive à vous convaincre au moins un minimum. Trade number 2, Ben Simmons to Cleveland. Ce trade numéro 2, qu'on appellera le trade Cleveland, parce que comme vous le voyez, dans cette situation et dans ce contexte, Ben Simmons arriverait aux Cavaliers. On aurait à Philadelphie Dillon Brooks qui arrive, Colin Sexton qui arrive, et un second tour en provenance de Cleveland via Houston. À Cleveland, on verrait débarquer Ben Simmons et Tyrese Maxey, et à Memphis, on verrait Isaac Okoro et le premier tour 2022 de la part des Cavs. Donc encore une fois, je commence par Philadelphie, hein, de toute façon on va faire les équipes dans l'ordre, encore une fois c'est un transfert qui implique Tyrese Maxey. Je le répète, hein, et de toute façon je l'ai vu dans le chat, il y en a beaucoup qui préféreraient éviter que Maxey parte, mais parce qu'il est très aimé par la fanbase. Mais attention, Maxey, c'est un joueur qui est quand même un peu tendre pour une équipe qui veut jouer un titre, et Philadelphie n'a pas forcément le temps de le développer, donc autant prendre des joueurs qui sont plus référencés. Et puis surtout, en mettant Maxey dans un deal, ça valorise un petit peu plus les pièces, ça permet d'avoir de meilleurs assets sans retour pour accompagner Simmons. Donc là, dans cette offre-là, en tout cas, les Sixers perdraient Maxey et Simmons. Et Simmons, c'est inéluctable. En échange, ils récupéreraient Sexton, qui vient de faire une saison de ouf au niveau scoring à 24 points par match. Donc c'est pas le playmaker rêvé, c'est sûr. Je préfère par exemple un playmaker à la Brogdon, comme sur le trade d'avant. Mais peu importe, parce que en termes de scoring, ce qu'il peut apporter, c'est complètement fou. Et Embiid a besoin de ça, qu'on le soulage un petit peu au scoring, parce que j'ai trouvé que Curry se retrouvait un peu seul sur les postes arrière à pouvoir mettre des points la saison dernière. Il y avait beau avoir Maxey, il y avait beau avoir Milton, c'est des mecs qui sont quand même un peu tendres, qui sont un peu irréguliers et qui pouvaient pas garantir tous leurs points, tous les soirs de mettre beaucoup de points sur les postes arrière. Là, avec Colin Sexton, je pense qu'on a un joueur qui est beaucoup plus sûr en termes de scoring, avec la saison qu'il vient de faire notamment. Et puis sachant que ok, Colin Sexton, c'est pas le playmaker de ouf et un playmaker génie, mais Seth Curry, même si c'est pas son poste principal, il peut aussi dépanner au poste 1, donc ça fera pas de vrai meneur au premier sens du terme. Mais entre ces deux-là, je pense que le ballon pourra bien être porté au poste de point guard. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, on voit qu'avec cette offre, les Sixers font un gros step-up au scoring, même si, avec Sexton, par rapport à Simmons, on perd énormément en défense du côté des Sixers. Heureusement, pour ça, il y a Dillon Brooks qui arrive, qui est spécialiste de la défense, donc qui défend très agressivement. J'aime beaucoup tout ce qu'il donne dès qu'il se met à défendre et qui veut éteindre quelqu'un, Dillon Brooks, mais qui est aussi spécialiste du shoot de loin. Il peut prendre feu, et on l'a vu, il peut mettre des gros shoot clutch. Maintenant, il a aussi les défauts de ses qualités, ou les qualités de ses défauts. C'est que parfois, il se met à arroser dans tous les sens, il se prend un peu trop pour un attaquant qu'il n'est pas, en prenant des shoots qui sont complètement hors timing et hors position, mais voilà, quand ça rentre, c'est phénoménal. Malheureusement, ça rentre pas tous les soirs, et ça a pas fait toujours du bien à Memphis, même s'il y a plein d'autres fois où ça les a aidés. En tout cas, je trouve que Philadelphie, il aura peut-être un peu manqué cette folie l'année dernière. Il aura peut-être manqué ce genre de shooter qui pouvait prendre feu n'importe quand pour sauver une équipe, et
je le répète, la défense de... Enfin, si Simmons s'en va, il y aura besoin de défense au périmètre, et Brooks peut l'apporter. En fait, je trouve qu'un Dillon Brooks, il pourrait peu à peu prendre la place d'un Danny Green, qui vieillit de plus en plus, donc je sais pas, peut-être commencer la saison avec Danny Green titulaire, et voir si Dillon Brooks mérite plus, ou faire sortir de toute façon Brooks du banc pour qu'il mette des shoots dans tous les sens les soirs où il est chaud, ce serait bien, à condition que Doc Rivers gère bien ses rotations. Donc ok, pour faire le bilan, encore une fois, ce serait embêtant de perdre Maxey avec Simmons au premier abord. Mais vu ce qu'apporterait à mon avis, en termes de fit et en termes de besoins, les nouvelles pièces pour compenser le départ de Ben Simmons, ça me semble ok. Philadelphie, je le répète, est en mode win now. On a du Sexton et du Brooks qui apportent du scoring et de la défense qui bougent des trous importants. Et quand même, vu qu'il y a des incertitudes dans un tel trade et qu'on perd Simmons et Maxey du côté des Sixers, recevoir au moins un second round en plus me semble nécessaire. Je passe du côté de Cleveland qui enfin chope son All-Star, sa superstar qu'il recherche depuis des années. Et Simmons là deviendrait d'un coup le joueur avec le plus de potentiel de superstar depuis que LeBron est parti à Los Angeles. Et là il pourrait être vraiment responsabilisé à Cleveland et je pense que ça va lui plaire à Ben Simmons de plus non plus être dans l'ombre de Joel et d'avoir vraiment cette place de franchise player pour sa confiance, hein, je parle, parce que Simmons c'est un joueur qui marche à la confiance. Donc si tout de suite il est mis dans le trône au niveau de l'équipe, ça peut peut-être lui permettre, comme on le disait tout à l'heure dans l'intro, de se transformer dans un nouveau contexte et de lui faire du bien d'un point de vue psychologique. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de patience autour de lui à Cleveland qu'à Philadelphie, parce que Philadelphie veut gagner un titre tout de suite, et Cleveland, même en recevant Simmons, même si l'objectif ce sera de faire les playoffs, ce sera pas non plus de gagner un titre, donc la patience sera nécessaire, et elle sera sûrement présente, et je pense que ce sera sûrement le meilleur moyen pour que Ben Simmons se développe à la hauteur de son potentiel d'ancien premier choix de draft. Alors après, ok, du côté de Cleveland, on perd Sexton. Et Sexton, il a fait une grosse saison au niveau du scoring. Mais on entend parler de lui quand même dans pas mal de rumeurs de transfert, et je suis pas non plus super certain que les Cavs voient leur avenir avec Sexton. Et on a un Maxey qui arriverait dans un profil similaire. Bien sûr, qui a encore proposé beaucoup moins de choses, qui a encore prouvé beaucoup moins de choses, n'empêche qu'il est peut-être possible d'espérer qu'un Maxey, dans un même rôle que celui de Sexton l'année dernière, explose la saison prochaine, parce qu'il sera seulement sophomore, et sophomore, on sait qu'il progresse énormément, donc si tu lui donnes des responsabilités, peut-être que le pari de Maxey peut être tenté pour remplacer Sexton, parce que le talent au scoring, il l'a, c'est sûr. Après, aussi, tu perds un first round et un second, et c'est sûrement le prix à payer hein, pour avoir un joueur comme Simmons, surtout si tu l'accompagnes de Maxey. Je pense qu'en fait, la perte la plus embêtante du côté de Cleveland, ce serait Isaac Okoro, si tu crois au futur. Parce que sa saison rookie, il y avait pas mal de choses à critiquer, il a eu des hauts et des bas, mais il a un gros potentiel et beaucoup de talent défensif. Il a des soucis en attaque, c'est sûr, notamment au tir, et dans le ball handling aussi un peu. Heureusement, en Summer League, il a montré des choses assez prometteuses de ce côté-là, mais je pense qu'il a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il pourrait devenir énorme s'il progressait dans ces domaines, mais est-ce qu'il progressera un jour dans ces domaines-là, c'est-à-dire le tir et le ball handling? On peut pas être sûr de ça, donc à voir. Et quoi qu'il en soit, là, j'ai l'impression que Cleveland, plus ça va, plus ils construisent une équipe pour retrouver les playoffs au plus vite. Donc c'est peut-être pas non plus la priorité pour eux de développer un Isaac Okoro, qui même s'il a un grand potentiel, a encore beaucoup de travail. Donc autant prendre un joueur déjà All-Star comme Simmons pour essayer d'accéder à la post-season, plutôt qu'un joueur qui pourrait le devenir, hein, comme Okoro, mais on n'est pas certain que ça y arrive. En tout cas, avec des joueurs comme Mobley qui a été drafté cette année, comme Jarrett Allen et comme Ben Simmons, je trouve que Cleveland, alors je sais pas s'ils joueraient tous ensemble, hein, parce que sachant qu'on a aussi un Lauri Markkanen sur le poste 4, donc il faudrait aussi élaborer des rotations importantes, mais je trouve que Cleveland peut arriver avec une défense énorme. Donc pour ceux qui se demanderaient comment ça jouerait, je pense que là, contrairement à la situation d'avant où Simmons arriverait aux Kings, je laisserai Simmons au poste 1, en premier ball handler en attaque, avec Garland, ou au poste 2, peu importe. En tout cas, il faudrait avoir Simmons et Garland qui jouent ensemble, et peut-être que Garland jouerait un peu plus sans la balle, il sait le faire. Quoi qu'il en soit, je pense que dans une équipe NBA, notamment en 2020, on n'a jamais assez de playmakers. Garland et Simmons sont tous les deux des vrais playmakers. Simmons serait le ball handler numéro 1, je pense. Ça n'empêcherait pas Garland de créer aussi, et je trouve que les deux peuvent se compléter, sachant que Garland peut aussi shooter de toute façon. Maintenant, en défense, même si tu fais jouer Simmons au poste 1 en attaque, je pense qu'en défense, vu sa taille, il faudra laisser Garland sur les postes 1 et utiliser la polyvalence défensive de Simmons pour défendre sur le plus gros scoreur adverse, qu'il soit poste 2, poste 3 ou poste 4, en gros. Donc voilà, je pense qu'à Cleveland, on perd des assets pour le futur, c'est sûr, mais on s'améliore pour le présent, et peut-être que le jeu en vaut la chandelle si tu veux accéder aux playoffs rapidement. On finit avec Memphis, et Memphis, pour être honnête, j'ai de vraies interrogations sur leurs objectifs de cette saison. J'ai l'impression
l'impression qu'ils veulent utiliser cette campagne un petit peu 2021-2022 comme une transition pour mieux rebondir ensuite l'année prochaine, peut-être après la Free Agency 2022. Donc pour le moment, cette saison, si c'est de la transition, l'objectif numéro 1, ça va être de développer les jeunes. Et Dillon Brooks, je me dis que même s'il a fait des matchs assez énormes, où il a impressionné, il a peut-être déjà montré son plafond. Il a bientôt 26 ans, et voilà, c'est quoi? C'est un joueur intéressant, c'est un scoreur qui peut être un peu croqueur et qui défend bien. Donc c'est déjà pas mal. Déjà, c'est pas mal, c'est intéressant déjà. C'est intéressant. Mais il a de vraies limites et je pense qu'il les gardera toute sa carrière. Alors, le perdre pour recevoir un joueur comme Okoro, quand toi tu penses au futur, c'est intéressant parce que je pense que le plafond de Okoro est plus haut que celui de Dillon Brooks, qui serait dans cette transaction la seule perte des Grizzlies. Donc c'est un pari. Mais déjà, on a un Okoro qui est pas loin d'être un aussi bon défenseur et qui est en train de progresser de toute façon. Donc beaucoup comptent sur lui. Je sais qu'à Cleveland, on compte sur lui, que les fans des Cavs n'aimeront pas trop le perdre. J'espère que si c'est pour recevoir Simmons, ils comprendront. C'est un vrai pari. Il peut devenir un gros joueur, et plus que Brooks, je répète, je pense. Et s'il ne devait pas devenir un gros joueur, Okoro, on récupère quand même un first. Donc pour le win now, c'est pas sûr, c'est sûr. C'est pas ouf, c'est sûr, je veux dire. Mais pour l'avenir, c'est quand même loin d'être inintéressant. Et ça tombe bien, parce qu'au vu des moves qui ont été réalisés par les Grizzlies cet été, j'ai l'impression qu'on est dans une franchise qui mise plus sur l'avenir actuellement, au moins à moyen terme, si ce n'est pas à long terme, que sur le win now. Donc à mon avis, un tel deal serait également positif pour les Grizzlies. One eternity later. Alors ok, on va débriefer un petit peu avec tout ce que j'ai lu. Au final, ce trade-là ne vous a pas du tout convaincu, en tout cas beaucoup moins que le premier, parce que vous n'êtes que 36% à penser qu'il est équitable et équilibré pour toutes les équipes. Alors j'ai lu beaucoup de monde qui pense que les Grizzlies se font entuber, alors que moi, je pense que c'est tout l'inverse. Alors on n'a sûrement pas la même vision des joueurs qui arrivent et qui partent du côté de Memphis, parce que c'est vrai que Dillon Brooks a fait une super fin de saison la saison passée, n'empêche que je trouve qu'il a quand même de vraies failles, et que se séparer de Brooks contre un first round et Okoro qui a un potentiel de fou furieux, moi je trouve que les Grizzlies, pour une équipe qui pense à l'avenir, ça a beaucoup de sens pour eux. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, et que j'ai une très mauvaise vision de ces joueurs, mais je me dis quand même attention à pas trop surcoter Brooks, parce qu'il a fait une bonne fin de saison de l'année dernière, sur des matchs en plus de ça qui ont été diffusés à la télé nationale, donc qui font monter sa hype à fond, et de pas sous-estimer le potentiel d'Okoro, sachant qu'en plus il est accompagné d'un first. Et enfin aussi, j'ai lu, de toute façon j'ai lu d'autres choses aussi, j'ai lu que pour certains, le fit de Ben Simmons à Cleveland n'irait pas vraiment, et ça je peux l'entendre, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de joueurs de grande taille à Cleveland, donc ça je peux l'entendre, n'empêche que bon, les Cavaliers se sont montrés, et en tout cas se sont manifestés comme des équipes potentiellement intéressées par Ben Simmons, mais vu le monde qu'il y a dans la raquette de toute façon à Cleveland, s'il y avait un tel deal, à mon avis, Simmons continuerait au poste 1 en tout cas, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il réussira le mieux. Simmons pourrait être utilisé par les Cavs en 3, et c'est ce qu'ils auraient dit quand ils ont montré leur intérêt à propos de Ben Simmons, et pourquoi pas l'utiliser au poste 3 à la manière d'un LeBron à l'époque, même s'il manque de shoot, pourquoi pas essayer justement de laisser le poste 1 à Garland et d'utiliser Simmons en poste 3, pourquoi pas. En tout cas il est tellement polyvalent, Simmons, c'est un joueur quand même qui est assez unique, il peut jouer à tous les postes, qui aura ses failles bien sûr, mais je pense que tu peux le mettre au poste 3, ça opposera pas de soucis, et ça peut faire un poste 3 playmaker, tout comme l'était LeBron à l'époque. Moi je vois aucune contre-indication à ça, et ça peut être une solution de le faire jouer avec Garland par exemple. Et ensuite d'autres qui disent que Sexton n'est pas du tout le joueur qu'il faut à Philadelphie, et je suis pas forcément d'accord avec ça non plus, parce qu'il y a besoin de pyromanes à Philadelphie, et Sexton et Brooks ça peut envoyer du lourd. Alors peut-être qu'ils peuvent récupérer un first à la place du second du second round, pour que ce soit un peu plus équilibré, mais si Philadelphie est obligé de transférer Ben Simmons et qu'une offre comme ça arrive et qu'il n'y a pas mieux, ils seront quoi qu'il arrive obligés d'appuyer sur la gâchette et d'accepter ça. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, le maximum de gens qui étaient contre, parmi les 64%, mine de rien, ça fait beaucoup qui sont contre, c'était à cause des Grizzlies, et là-dessus c'est ce que je comprends le moins. Donc là-dessus on n'est pas d'accord, mais c'est aussi le but de ces trades, qu'on soit en désaccord et qu'on débatte. En fait, ceux que j'arrive le mieux à comprendre, c'est ceux qui parlent du fit à Cleveland de Ben Simmons qui n'est pas idéal. Ça là-dessus j'arrive vraiment à le concevoir, mais je pense que c'est quand même quelque chose à tenter du côté de Cleveland, même si l'équipe arrive à être de plus en plus prometteuse, mine de rien, avec ce qu'elle a fait à la draft et cet été. Mais je trouve que Ben Simmons quand même si ça soulèverait beaucoup d'interrogations, il y a un risque à prendre, dans la mesure il pourrait vraiment les faire step up. Trade number 3, Ben Simmons to Dallas. Mon transfert numéro 3, qu'on va appeler le trade Dallas ou le trade Mavericks, qui celui-là est beaucoup plus simple, vu qu'il n'implique que deux équipes, les Sixers et les Mavs, donc on va le débriefer rapidement.
Du côté de Philadelphie, cette fois-ci, Simmons s'en va seul. Ah oui, je l'ai pas résumé. Donc les Sixers recevraient Kristaps Porzingis, Jalen Brunson et un first round 2022 de la part de Dallas, et les Mavs recevraient Ben Simmons. Donc ouais, ce que je disais, c'est que cette fois-ci, Simmons, pour la première fois, s'en va seul, et il n'y a pas de Maxey dans l'histoire. Donc là, tous les fans de Maxey que je vois dans le chat, vous êtes rassurés, Maxey resterait à Philly. Et là, c'est un trade très simple à 2 équipes. Maintenant, pas sûr que ça réussisse, hein, un pari comme ça, surtout du côté de Philadelphie, mais sait-on jamais. Kristaps, ce qui est clair, c'est que depuis sa blessure, il a plus vraiment prouvé qu'il avait le niveau de All-Star. C'est un joueur qui ne va plus vraiment au contact, qui ne va plus trop dans la peinture, qui ne joue quasiment plus au poste, qui prend peu de rebonds et qui défend peu. Donc ça fait beaucoup de critiques à lui faire. Mais est-ce que c'est très grave dans la mesure où Joel fait vraiment tout ça de façon élite, limite pour 2? Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que Kristaps, mine de rien, c'est un gros shooter, c'est un spécialiste du pick and pop qui peut écarter. Donc même si je ne l'imagine plus dans un statut de futur All-Star, son jeu peut être très intéressant dans le fit avec Joel à Philadelphie. Ça va être dur pour les adversaires de défendre face à une raquette composée de Porzingis et Embiid. Il faudra 2 grands aux équipes adverses. Parce que si t'as un poste 4 qui est petit et que tu le mets sur Joel, il se fait défoncer au poste, et même sur une prise à 2 c'est difficile. Et si tu mets un petit sur Kristaps Porzingis, ça servira à rien quand il shootera à 3 points. Donc ça peut être un casse-tête mine de rien pour les défenses adverses. Et faut pas oublier que même si Porzingis a été très critiqué cette saison, notamment à cause des playoffs qu'il a fait, en saison il a tourné à plus de 20 points par match en jouant principalement le pick and pop, et ça je pense que ça peut être très intéressant. Dans une idée comme ça, où Porzingis arriverait à Philadelphie, j'arrêterais de voir KP comme une future star, mais comme un vrai complément de Joel, et je trouverais ça intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Jalen Brunson, qui est un joueur que j'aime beaucoup, débarquer, qui apporterait, qui pourrait compenser un petit peu le départ de Simmons à la main, sachant qu'il y aurait aussi Seth Curry pour l'aider. Je suis pas sûr que Brunson soit titulaire, mais il y aurait, entre Brunson, Curry, Maxey et Milton, tu trouveras un meneur, et si tu trouves pas de vrai meneur titulaire, tu pourras de toute façon alterner entre les 4. Il sera heureux de jouer chez lui, vu qu'il a été formé à Villanova, et en plus de ça, on récupère aussi un first. Donc c'est sûr que à première vue, Philadelphie, c'est pas génial ce qu'ils reçoivent, parce qu'à la base, Philadelphie voulait un All-Star contre Ben Simmons. Mais bon, et puis il y a beaucoup de pertes en défense, si un deal comme ça a lieu, parce que là, dans les arrivées, personne ne remplace la défense que pouvait mettre Ben Simmons. N'empêche que, s'il n'y a pas d'offre, que Philadelphie est désespéré, et qu'il faut appuyer sur la gâchette, parce qu'au bout d'un moment, il faudra le transférer, Simmons, il n'y aura plus le choix. Donc, si cette offre arrive sur la table et qu'elle est seule, je vois pas Philadelphie la refuser. Les éléments, ok, on peut les critiquer, mais ça fit. Et puis on a aussi un first round qui va avec, il y aura plus de spacing aussi. Je pense que j'aurais préféré garder Simmons qu'accepter une offre comme ça si Simmons avait voulu rester et n'avait pas fait ses caprices. Mais si c'est la seule offre ou la meilleure offre qui arrive sur la table, il n'y aura pas le choix. Donc dans cette situation où Simmons veut absolument partir, c'est peut-être pas si mal d'imaginer un deal comme ça. Du côté de Dallas, c'est pas un secret de dire que Porzingis et Luka Doncic ne s'entendent pas. Sur le terrain, de toute façon, le body language est là pour témoigner complètement de ça. On a un Luka super compétiteur qui veut un peu tout faire tout seul et qui donne tout, et on a un KP qui est dépité, j'ai l'impression, qui se bat pas, qui baisse les bras, et c'est pas génial de voir, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux. Et en dehors du terrain, c'est un peu pareil, on a l'impression que c'est pas non plus de vrais amis, et ça c'est pas ouf. Après, en plus de ça, à Dallas, il y a aussi des manques, il manque de la défense de façon flagrante, notamment dans la raquette, et Ben apportera ça sans souci, puis même au périmètre, il manque de la défense partout à Dallas. Ben, avec sa capacité de défendre partout, ça peut vraiment compenser ça. Donc il manque aussi quelqu'un pour soulager Luka Doncic au Ball and League, parce que justement il fait peut-être un peu trop tout seul pour imaginer que Dallas gagne. Pour moi, en fait, un des soucis de Dallas, en plus de la défense, c'est que tant que Luka sera le seul qui fera tout à la création, leur attaque est trop prévisible. Donc bien sûr que Dallas s'en sortira parce que Luka a un côté génie qui peut dominer n'importe qui, mais sur le long terme, ça peut pas non plus passer 15 000 tours de playoff quand un joueur fait tout seul. Un titre, ça ne se gagne pas tout seul. Donc Ben Simmons pourrait aussi aider Luka et le soulager dans le ball handling, lui permettre Luka de jouer peut-être un peu plus sans la balle, et ça peut être intéressant. Luka aussi, autant, je l'adore, mais c'est pas non plus le joueur le plus rapide du monde, ce serait mentir que de dire ça. Ben Simmons, lui, si tu veux jouer en transition et avoir un porteur de balle en transition, Simmons, lui, il peut aller à fond, même s'il peut perdre des balles. En tout cas, ça permettrait d'apporter cette défense à Dallas et de varier le jeu offensif. Donc tout ça, je trouve ça bien. Si on va plus loin, on peut dire que Dallas manque de jeu au poste. Simmons, si tu le mets en 4, on lui demandera pas trop de shooter, et sur ses appuis, sur son footwork et sur son post-up, il peut être performant. Sur ses drives, il peut être performant.
Donc pour moi, Dallas, dans ce trade, ils s'en sortent bien, mais ils pourraient profiter justement de la situation dans laquelle Philadelphie est, où ils ont le dos au mur, où ils seront obligés d'accepter une offre quoi qu'il en soit, et ça, je pense que c'est une offre qui, en fonction de ce qui sera proposé, pourra en dominer pas mal d'autres, si celles d'avant sont pas proposées non plus. Même s'il paraît que Porzingis a bien progressé cette saison, il se séparerait d'un joueur qui ne semble plus vraiment dans les plans, il se serait un role player et un first, donc pour recevoir un playmaker défenseur élite comme Ben Simmons, je pense que Dallas, pour eux, c'est cool. Et pour Philadelphie, c'est moins pire que ça aurait pu être, à mon avis. 12 seconds later. Ok, on fait le bilan de ce trade. Que vous pensez à 48% équilibré, donc 52% vous êtes à ne pas le trouver équilibré. De toute façon, la plupart, vous pensez que Philadelphie se fait complètement douiller dans ce trade, et je suis assez d'accord sur le fait que c'est le cas, mais il faut pas oublier que Philadelphie se retrouverait sous pression, et que ce trade, je le vois un peu comme une solution de la dernière chance, où il y aurait quand même un pari à tenter avec Porzingis, où on pourrait se dire que peut-être que Porzingis était mal utilisé à Dallas et qu'il pourrait peut-être pas retrouver le niveau qu'il avait à New York, mais essayer de faire mieux que ce qu'il a fait notamment en playoff l'année dernière où il a fait que attendre derrière la ligne à 3 points, peut-être le retrouver un peu plus motivé aussi, faut espérer. En tout cas, j'avoue que à Philadelphie, on pourrait vraiment se poser des questions sur l'association entre Harris, Porzingis et Embiid, parce que ça ferait beaucoup de grands, ça décalerait Harris au poste 3, mais pourquoi pas, c'est quand même son poste naturel, le poste 3 à Harris, et c'était quand même ça reste quand même un joueur qui s'est shooté, qui s'est drivé et qui a les qualités d'un poste 3 malgré sa taille, mais faudra voir, contre un 5 plus petit, il faudra sûrement adapter la rotation et peut-être sortir un Porzingis potentiellement, pour remettre Harris au poste 4. Mais vu que Porzingis a encore des soucis de santé, c'est pas mal d'avoir différentes options. Quoi qu'il en soit, je comprends que vous soyez 52% à ne pas valider ce trade, donc 48% à l'accepter, juste gardez en tête que pour moi, ça ce serait quand même un trade de la dernière chance. Si les Sixers, arrivés au début du training camp, ils avaient toujours rien, que Simmons continue à dire « je ne viendrai pas », je pense que Philadelphie n'aura pas le choix d'accepter quelque chose comme ça, et Dallas pourrait s'en sortir gagnant, de toute façon. De toute façon, il y a pas mal de chances que l'équipe qui deal avec les Sixers, s'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a pas suffisamment de concurrence, en tout cas, s'en sorte gagnante. Trade number 4, Ben Simmons to San Antonio. Alors le trade numéro 4, qu'on va appeler le trade San Antonio. C'est un trade qui implique 3 équipes. Les 76ers, bien sûr, vu qu'on parle du transfert de Ben Simmons, le Utah Jazz et les Spurs de San Antonio. Ce transfert enverrait Joe Ingles, Dejounte Murray et le first round 2025 des Spurs qui passerait par les Bulls à Philadelphie, enverrait Thaddeus Young à Utah et enverrait Ben Simmons à San Antonio. Du côté de Philadelphie, c'est encore une offre qui ressemble à pas mal d'offres qu'on a vues depuis le début dans ce que reçoivent les Sixers, c'est-à-dire un meneur avec Dejounte Murray qui est un très bon défenseur lui et qui peut avoir un profil assez intéressant, surtout qu'il est en pleine progression. C'est un joueur collectif, qui a été formé à l'école pop, et qui a gagné, je trouve, en leadership cette saison dernière, et il arriverait en tant que titulaire à côté d'un Seth Curry, et je trouve que la complémentarité serait très intéressante. Il a, bien sûr, ça ne deviendra jamais un Ben Simmons, c'est sûr et certain, notamment dans le physique et dans l'intensité, mais il compense quand même partiellement ses qualités en termes de défense et de playmaking, et donc quitte à perdre Ben Simmons, c'est pas mal d'avoir un joueur dans ce profil qui arrive. D'autant plus qu'il a plus de shoot, même si c'est pas un expert, loin de là, il a plus de tirs Dejounte Murray que Ben Simmons. Et ensuite, avec Ingles, on ajoute un autre créateur qui est intéressant, qui est intelligent, qui shoot aussi, et pour le win now, c'est très bien, en termes de spacing, c'est très bien. Donc maintenant, Joe Ingles, il a 34 ans quand même, donc c'est pas non plus un vrai pari sur l'avenir, mais si tu veux gagner tout de suite, c'est une pièce qui est intéressante. Et donc même si c'est pas une pièce sur qui tu comptes, vu que c'est pas une pièce sur qui tu comptes, sur qui tu peux compter pour le long terme, je trouve qu'ajouter un first, ce serait pas volé. Donc pour Philadelphie, on perdrait Ben Simmons, on aurait 2 pièces intéressantes pour le win now, qui compenseraient partiellement, notamment avec Dejounte Murray, ce que Philadelphie perd avec Ben Simmons. Donc je pense que ce trade peut être assez intéressant pour les Sixers. Du côté d'Utah, en fait, du côté d'Utah, c'est très simple, on ferait juste un swap entre Joe Ingles et Thaddeus Young, et ça, moi, ça me plaît beaucoup, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, Ingles, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on a déjà pas mal de joueurs dans son profil à Utah. Des shooters, en fait, il y en a à l'appel, alors peut-être pas autant créateurs que lui, et encore, des shooters, il y en a à l'appel, et les failles de Ingles en défense peuvent être embêtantes aussi. Et je trouve que, dans l'idée d'avoir un poste 4, même s'il sort du banc, peu importe, Thad Young fit beaucoup mieux. C'est un bien plus gros défenseur, qui est bien meilleur au poste, qui est plus polyvalent, qui pouvait même être utile de loin, il l'a montré sur Catch and Shoot il y a 2 ans avec les Bulls. L'an dernier, il a moins shooté de loin, mais il a montré qu'il pouvait plus faciliter en mode point forward. Il a fait plus de 4 passes par match l'année dernière avec Billy Donovan, c'était son career high. Donc en gros, il peut vraiment se mettre dans n'importe quel costume, et il peut faire tout ce que lui demande le coach. C'est un régal à coacher pour les entraîneurs,
entraîneur, il dit jamais un mot plus haut que l'autre, il accepte tout le temps tout ce qu'on lui donne, il se battra tout le temps, il performera du mieux qu'il peut. C'est un vrai soldat qui, je pense, pourrait vraiment fitter avec Rudy Gobert quand les deux seront associés et qui pourrait faire du bien à Utah en apportant notamment d'autres choses que Utah n'a pas forcément et notamment du jeu au poste parce que Tadeusz Young fait partie de ces joueurs qui ont des appuis très bien maîtrisés aussi et qui apporteraient une nouvelle option du côté du Jazz, donc peut-être qui fitterait un peu mieux que celle de Joe Ingles. Donc let's go pour Utah, moi je me dis que ça peut être pas mal. Enfin, pour San Antonio, j'ai l'impression que Ben Simmons correspond beaucoup au profil que Pop apprécie. C'est un joueur polyvalent et partageur. Ok, il a pas de shoot, mais pas grave, j'ai l'impression que Popovich a toujours eu l'habitude de coacher des joueurs qui n'étaient pas forcément des experts du shoot et essayer justement de capitaliser sur leurs qualités, les développer au maximum et faire avec autre chose que leur shoot. Donc en plus de ça, Popovich, je me dis que peut-être qu'il aimerait bien, alors ça rentrera pas dans le délire, mais peut-être qu'il aimerait bien retrouver les playoffs avant sa retraite. Il a dû kiffer gagner avec Team USA et il aimerait bien là, j'imagine, éviter de passer toute la saison à perdre avec les Spurs. Donc là, à San Antonio, c'est sûr, on a viré les anciens, on tourne une page vu que DeRozan, Rudy Gay et Patty Mills ne sont plus là. On a la Marcus Aldridge qui est parti en cours de saison dernière aussi. Et avec Simmons, on obtient un jeune All-Star qui correspond à mon avis bien au style de l'équipe, qui serait dans une situation où il est le leader, où il aurait le trône. Alors même si avec Pop, il n'y a jamais de leader et de trône vraiment, il aurait quand même plus ou moins son équipe, Ben Simmons. Et comme je disais, je pense que Pop pourrait tirer au maximum de ses qualités et cacher au mieux ses défauts. Donc perdre Young, Murray et un first contre Ben Simmons, même si Murray était en constante progression, je trouve que c'est pas si énorme parce que l'arrivée de Ben dans une optique de reconstruction à San Antonio, ça accélère le processus à fond et d'un coup je trouve qu'on aurait une team de San Antonio avec beaucoup plus de potentiel pour l'avenir que ce qu'elle en a actuellement. Donc je pense aussi que ce transfert serait positif pour les Spurs et voilà pourquoi à mon sens là on est sur du win-win-win. Later. Ok, donc ce transfert pour l'instant vous plaît et bat des records avec 76%. C'est vrai qu'on a un Popovich qui a déjà dit qu'il traderait potentiellement tout le roster pour avoir Ben Simmons, même s'il est potentiellement dans l'exagération, on sent que Popovich aimerait beaucoup coacher un joueur comme Simmons parce qu'il est bien conscient de ses qualités. Maintenant, je vois que les 24% qui sont contre me disent impossible que les 76ers acceptent ça vu ce qu'ils demandent notamment. Et je pense que là, il faut aussi se rendre compte d'une chose, hein, c'est un petit peu la même histoire que le trade que je faisais avant avec Porzingis. Les Sixers ont le couteau sous la gorge, ils sont en position de faiblesse, et bien sûr qu'ils n'auront pas ce qu'ils demandaient en début d'off-season contre Ben Simmons. Là, il faut arrêter de rêver, notamment pour les fans des Sixers, rêver avoir énormément de pics et énormément d'assets contre Ben Simmons. Forcément, quoi qu'il en soit, de toute façon, quel que soit le trade, dans la mesure où Ben Simmons ne portera plus le maillot de Philadelphie, il faudra accepter à un moment ou à un autre. Et je trouve que celui-là, par rapport à d'autres, vaut le coup. Donc de toute façon, c'est ce que vous dites, hein, et vous l'avez senti, dans la mesure où on est à 76% pour ce transfert. Trade number 5, Ben Simmons to Washington. Celui-là, on va l'appeler le trade Wizards, qui est encore un trade à deux équipes. Ce trade enverrait Bradley Beal à Philadelphie, tandis que Washington recevrait Ben Simmons, Tyrese Maxey et 2 premiers tours de draft, celui de 2022 et celui de 2024, parce que vous savez, avec la règle stépienne, on ne peut pas échanger 2 tours de draft 2 années de suite. Donc là, ça change vraiment des offres précédentes, parce que Philadelphie n'obtiendrait qu'un seul joueur en lâchant plusieurs. Donc là, c'est vraiment une offre qui contraste avec beaucoup d'offres qu'on a vues. Et Philadelphie, on le sait, hein, depuis le début de l'off-season, ce qu'ils veulent privilégier contre Ben Simmons, c'est récupérer un All-Star. Mais ils ont vu que c'était pas si simple, et pour avoir un All-Star, à mon avis, de toute façon maintenant, il n'y a plus le choix, les Sixers doivent faire complètement all-in, et lâcher seulement Ben Simmons ne suffira pas. Donc il faut lâcher un All-Star avec Ben Simmons, un joueur à potentiel avec Maxey, et au moins deux first round. Pour moi, c'est une très grosse offre, mais vu comment on a avancé, et vu la situation dans laquelle, comment les Sixers sont dos au mur, je pense que c'est le minimum qu'il faudra offrir. Donc après, par contre, le jeu peut en valoir la chandelle, parce qu'avec un Bradley Beal qui est expert du scoring, les Sixers, à mon avis, sur le terrain, ils step up tout de suite. C'est un gars qui peut créer pour lui, qui peut même créer pour les autres, qui est une star de l'ISO, et qui peut faire un énorme duo avec Embiid, et qui a aussi une grosse mentalité, Bradley Beal, donc tout ça c'est intéressant. Donc c'est sûr que pour faire ce transfert, les Sixers lâcheraient pas mal de pièces à l'avenir, mais si l'objectif c'est d'être fort immédiatement, là on joue le titre à Philadelphie si Bradley Beal arrive. Donc ça peut être cool, et de toute façon je pense qu'il faudra peut-être au moins ça pour pouvoir lutter avec des équipes comme les Bucks ou les Nets. Donc ok, on fait all-in du côté de Philadelphie pour avoir Bradley Beal, mais on veut vraiment jouer un titre, et je pense que lâcher autant de pièces sera nécessaire. Du côté de Washington, pour être honnête, j'ai quand même du mal à imaginer les Wizards se transférer Beal avant le début de la saison, parce que c'est vraiment
leur pièce maîtresse, c'est vraiment leur pièce centrale, et je pense qu'ils comptent beaucoup sur lui. Sauf que maintenant qu'on a dit ça, du côté de Washington, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent. Est-ce que les Wizards peuvent vraiment aller jusqu'au titre en l'état? La réponse c'est non. A priori, il n'y a vraiment aucune chance, même s'il y a pas mal de pièces intéressantes qui sont arrivées en échange de Westbrook. Je pense que cette équipe, elle va jouer un petit peu le ventre mou, entre la 6e et la 12e place, disons. Et ça, c'est la pire situation pour une franchise, parce que tu t'accordes très peu de chances de faire des bons parcours en playoff, mais t'es pas suffisamment mauvais pour avoir de bons tours de draft. Et ça peut durer des années quand t'es dans cette situation, et c'est le meilleur moyen de stagner pendant des décennies. Et voilà, est-ce que cette situation-là, elle peut plaire à Bill? J'en suis pas super sûr sur le long terme. Alors c'est sûr que c'est pas un joueur qui se plaint beaucoup, on l'entend pas trop se plaindre et c'est tout à son honneur, mais il faut être conscient que Bill, la dernière fois qu'il a passé un tour de playoff, c'était en 2017. Et là, ça doit le démanger un petit peu, un mec qui est deuxième meilleur scoreur de la ligue de pas passer un tour de playoff. On se rappelle de T-Mac qui a été énormément critiqué pour ça. Bill, il doit avoir envie de gagner quelques matchs. Et là, l'année prochaine, il va être free agent. Et donc, il pourrait décider d'aller dans une équipe où il a beaucoup plus de chances de gagner des titres, ou au moins d'aller loin en play-off avec plus d'objectifs. Et si les Wizards décidaient de tout faire pour garder Bill, et que Bill décidait de partir, il se retrouverait dans une mouise assez catastrophique, dans la mesure où, pour un joueur de la valeur de Bill, tu te retrouverais avec un départ, sauf en cas de sign and trade, sans aucune contrepartie. Peut-être que, à Washington, plutôt que de viser ce ventre mou, ça peut être intelligent d'anticiper un potentiel départ de Bill, et de penser tout de suite à une potentielle reconstruction. Là, avec Simmons qui a 25 ans, avec Maxey qui a 20 ans, et avec 2 first round, tu penses clairement à l'avenir, tu t'évites le risque de perdre Bill contre rien. Alors ok, maintenant à Washington, ça risque d'être le bazar cette saison, s'il y a un tel truc devait arriver. En termes de fit et de complémentarité, ce serait n'importe quoi avec tous ces joueurs qui sont capables de jouer au poste 4, mais peu importe au final, parce que l'idée ce serait de construire sur le futur, d'accumuler des assets, en cas de potentiel transfert notamment, et de développer les jeunes, sûrement autour d'un Ben Simmons par exemple, à qui tu donnerais l'équipe, à qui, comme dans pas mal de trades qu'on a vu, à qui tu donnerais les clés, tu pourrais essayer d'être patient avec lui, le mettre en confiance, et tu lui donnerais l'opportunité d'être la superstar que j'ai l'impression qu'il veut être. Donc c'est sûr que tout ça c'est pas ultra fou, qu'il n'y a pas trop de certitude pour le présent en tout cas, dans l'optique des Wizards, mais ça donnerait tout plein de possibilités pour l'avenir, et surtout, pour moi c'est l'argument principal, ce serait bien mieux que de ne recevoir rien en échange pour Bradley Beal. Donc finalement c'est un transfert qui me semble assez cohérent pour les deux équipes. 20 minutes later. Ok, donc on arrive sur un succès aussi pour ce transfert. Donc pour l'instant sur 5 transferts, il y en a 2 qui étaient en dessous de 50%, celui-là vous êtes aussi à 76%, donc vous validez plutôt ce trade. Moi j'ai l'impression que, de toute façon il paraît qu'on a souvent une communauté à son image. J'aime les Sixers, donc apparemment ma communauté peut-être aime bien les Sixers aussi, et j'ai l'impression que de toute façon plus c'est avantageux pour les Sixers, plus vous validez les trades. Bon, c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas vous êtes assez d'accord. Ceux qui sont contre en tout cas ont l'air de dire que c'est parce que Bradley Beal ne quittera pas Washington et que Washington serait perdant. Et c'est vrai que ça, on n'a pas trop d'infos par rapport à ça. Washington, peut-être qu'ils ne vont pas transférer Beal, parce que peut-être que eux, ils ont l'information que Beal va rester à sa free agency. Mais nous, en tout cas de l'extérieur, on se dit qu'il n'y a rien de moins sûr. Il a l'air quand même d'être un joueur loyal, donc peut-être que s'il reste à Washington, il y aura pas de transfert de fait. Mais dans l'incertitude, en tout cas, si Washington n'a aucune info, peut-être que le transférer serait la meilleure idée. Mais je comprends qu'il y ait des disparités dans les sondages, même si au final, globalement, vous validez ce transfert. Parce que pour les Sixers, en tout cas, je pense que ce serait la meilleure solution possible. Trade number 6, Ben Simmons to Minnesota. Voici ma bombe à 4 équipes. Le trade numéro 6, qu'on va appeler le trade Timberwolves, vu que dans cette situation, Ben Simmons arriverait dans le Minnesota. Donc on va le récapituler parce que ça implique beaucoup de monde et beaucoup de pics. Donc dans cette situation, les Sixers recevraient Malik Beasley, Fred VanVleet et OG Anunoby. Les Raptors recevraient Andrew Wiggins, James Wiseman, 2 first round en provenance des Wolves et 1 first round en provenance des Sixers. Les Timberwolves recevraient Ben Simmons et les Warriors recevraient Pascal Siakam plus un second tour de draft. Du côté de Philadelphie, on perdrait Ben Simmons et un first 2022. Ça peut faire beaucoup.
Mais ce first 2022 sera peut-être pas très haut, parce que là on a 3 vraies pièces pour le win now, parce que en ajoutant Bisley, Van Vliet et Anunoby, on se retrouverait avec énormément de profondeur et surtout des joueurs sûrs sur le banc. Et ça fait plusieurs années que c'est ce qui manque, je pense, à Philadelphie, d'avoir des vraies rotations sûres, parce que autant Milton je l'aime bien, autant Maxey je l'aime bien, autant Thybulle je l'aime bien. Thybulle et Maxey sont jeunes, Milton aussi est jeune, et je trouve qu'il y a des joueurs, enfin c'est des joueurs qui manquaient encore de maturité et de certitude. Là, on a quand même 3 joueurs qui les apportent ces certitudes. Et ce que j'aime encore plus, c'est que là on a que des gros shooters. Et c'est aussi ce qu'il a manqué à Philadelphie. On a 3 joueurs qui prennent un volume de shoot incroyable. Là, je verrais bien un Van Vliet titulaire, en mode meneur-scoreur à côté d'un Seth Curry, un Bisley en gros dynamiteur-scoreur en sortie de banc, et un Anunoby qui partage son jeu sur les postes 3 et 4 avec Danny Green et Tobias Harris, qui peut jouer le 3&D lui aussi, et qui apportera son talent en catch and shoot également, pour écarter, pour Joel Embiid dans la peinture. Et en plus de ça, lui, contrairement aux 2 autres, pourra compenser en partie la défense qui serait perdue avec le départ de Ben Simmons. Donc dans l'idée de gagner tout de suite et d'avoir des rotations à tous les postes, je me dis que c'est un des meilleurs packages dans ceux qu'on a vus pour les Sixers. Donc il n'y a pas le All-Star comme juste avant avec Bradley Beal, mais on a beaucoup de profondeur. Et je pense que c'est intéressant avec tous ces joueurs sûrs. Doc Rivers bénéficierait de plein de shooters autour de Joel, aurait vraiment l'embarras du choix pour faire ses rotations, à lui d'y arriver maintenant, parce que c'est vrai que ses rotations je les comprends pas toujours, mais en tout cas il aurait tout plein de solutions, et je trouve que ça a manqué à Philadelphie ces dernières années, donc ça peut avoir du sens, et je trouve ça assez intéressant du côté de Philadelphie. Du côté de Toronto, par contre, il faut partir, et désolé pour les fans des Raptors qui espèrent du win now, il faudrait partir que ce transfert-là se ferait dans l'optique d'une full reconstruction. Et ça, en vrai, je suis pas sûr que ce soit ça qu'ils veulent faire, et pourquoi pas? Parce que cette équipe, en l'état actuel, là, si je regarde le roster de maintenant, j'y crois moyen. Un peu comme les Wizards juste avant, ça peut finir que dans le ventre mou, enfin... Il y a des chances en tout cas que ça finisse dans ce ventre mou, et comme je disais, c'est la pire situation. On a un Pascal Siakam qui a du mal à s'afficher en franchise player, et j'ai l'impression que les Raptors actuels, en tout cas vu comment ils sont construits, plafonnent, et ils sont un peu bloqués par les contrats de Van Vliet et Siakam qui sont quand même assez élevés. En parallèle, ils ont drafté Scottie Barnes, qui est un gros potentiel qui permet vraiment de penser au futur. Et là, si tu veux vraiment penser au futur, et que tu fais une transaction comme ça, ton futur, tu le sécurises sacrément. Tu récupères 3 first round, donc déjà, c'est un truc de grand malade. 3 first round, ça c'est des assets pour la reconstruction. Tu peux soit drafter des gros joueurs, soit les transférer avec de vrais assets pour faire progresser ton effectif. Et pour couronner le tout, tu as aussi l'arrivée de James Wiseman. Parce que pour moi, Chris Boucher, c'est plus un poste 4 qu'un poste 5 à Toronto. Achua, c'est plus un poste 4 qu'un poste 5 aussi à Toronto. Donc t'as pas vraiment de vrai pivot, et James Wiseman pourrait jouer ce rôle, avoir beaucoup de temps de jeu, et je pense que c'est ce dont il a besoin pour se développer. Je pense toujours qu'il peut devenir un joueur excellent dans le futur, mais pour ça, il faut qu'il prenne de l'expérience. Il peut toujours être une sorte de prototype de pivot de l'avenir si tu le mets dans les bonnes conditions pour qu'il mûrisse. Et je pense que après un tel trade, après une transaction comme ça, des opportunités, il en aurait à Toronto. Et ensuite, on a Wiggins que j'ai mis ici, à la base surtout pour une question de salaire, mais ça passe, je trouve aussi dans le fit, parce qu'il reste un joueur sous-côté, qui est bon des deux côtés du terrain, il faut pas l'oublier, hein, il a que 26 ans, et il a toujours du potentiel. Le souci avec lui était sûrement un peu mental, mais surtout après le passage de Jimmy Butler à Minnesota, mais quand il a eu les opportunités en début de carrière avec les Wolves, il faut pas oublier qu'il a fait une saison à 23 points et demi, et même chez les Warriors l'année dernière, c'est bien ce qu'il a montré, même s'il n'a pas pu trop créer pour lui. Donc aller jouer chez lui au Canada, sans plus de ça, ça pourrait le booster, ça pourrait l'aider mentalement, et je pense par exemple qu'il a plus le potentiel d'un franchise player qu'un Pascal Siakam. Alors c'est clair, ça ferait un gros chamboulement à Toronto, ce serait vraiment reconstruction et penser à l'avenir, mais je pense que ça peut être intéressant d'anticiper ce futur en tournant une page, de récupérer tout plein de pics, de récupérer James Wiseman, et de récupérer un local avec Andrew Wiggins. Peut-être que c'est plus intéressant que de squatter le ventre mou que j'évoquais plus tôt. Du côté de Minnesota, avec Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell et Anthony Edwards, ça devient déjà, même sans mouvement, interdit de ne plus faire les playoffs. Pourtant, je pense que dans cette équipe, il y a 2 gros soucis. La défense et le poste 4. On a un Jaden McDaniels qui est prometteur, mais qui est encore quand même trop jeune et trop tendre pour que tu puisses être sûr de compter sur lui. Et là, vous imaginez avec Ben Simmons ce step-up qu'il y aurait au poste 4, et il le récupérerait surtout, et c'est ça que je trouve assez fou, si tu mets de côté les pics, en ne lâchant que Malik Beasley. Donc en termes de step-up immédiat, c'est un truc de fou. Donc bien sûr que pour compenser après, c'est obligé de lâcher 2 first round et un second, mais c'est vraiment le prix à payer si tu veux récupérer un Simmons qui fitterait bien à Minnesota. De toute façon, ce qui est clair,
clair, c'est que les Wolves ont besoin de win, là, un peu. Parce que sinon, Karl Anthony Towns va finir par se barrer. Et là, ils auraient quand même un 5 intéressant, avec Patrick Beverley, avec D'Angelo Russell, avec Anthony Edwards, avec Ben Simmons ou Karl Anthony Towns. Tu peux aussi mettre sur certaines séquences, si tu veux pas d'un Beverley, tu peux mettre Simmons au poste 1 et mettre Jaden McDaniels en 4, ça marche aussi. Et là, franchement, on aurait une super team, ou pas loin, même si c'est que des joueurs qui ont des choses à prouver. En tout cas, je trouve que c'est des joueurs qui sont complémentaires. Je trouve que on a enfin de la défense à Minnesota. On n'aurait pas besoin non plus que Simmons score trop, vu comment Edwards a montré qu'il pouvait scorer, comment Kat score, comment Russell peut scorer. Et on aurait de la défense, que j'ai dit. On aurait du jeu au poste. Simmons peut jouer le rôle de facilitateur de toute façon sur le poste d'ailier fort. On a un Karl Anthony Towns qui aime bien s'écarter aussi, donc c'est pas trop grave si Simmons ne shoot pas de loin. Et donc voilà. Un line-up comme ça, je peux pas affirmer avec certitude que ça gagnera. Mais sur le win now, tu es 1000 fois gagnant du côté de Minnesota s'il fait ça. Et ce qui est bien, c'est que si ça fonctionne en plus, c'est que cette équipe a de l'avenir. Dans le 5 de départ que j'ai cité, on n'a que des moins de 26 ans à part Patrick Beverley. Donc ça peut même win pendant longtemps si tout fonctionne et que tu crées une alchimie. Donc perdre des pics, finalement, ce sera pas trop grave si tu arrives à gagner à l'avenir et que cette équipe continue à être bien placée. Donc je pense que à Minnesota, c'est quelque chose comme ça qu'il faut faire si on veut assurer de gagner, si on veut assurer l'avenir, si on veut assurer le destin de Karl Anthony Towns à Minneapolis. Et surtout, ce serait une offre qui permettrait aux Wolves d'attirer un Ben Simmons qui visiblement les intéresse beaucoup, sans perdre D'Angelo Russell, et parce que je suis pas sûr que Karl Anthony Towns ait envie de se séparer de D'Angelo Russell, sachant que les deux joueurs ont à peine eu le temps de jouer ensemble jusque-là, et que c'est deux super potes, et que Karl Anthony Towns était super hypé de la venue de Russell. Donc à mon avis, pour Minnesota, ça peut être très positif de tenter un coup comme ça. Enfin, on fait le point du côté des Warriors, qui à mon avis, eux, sont dans une situation de win now. Le plus gros souci, je pense, des Warriors, c'est le secteur intérieur. Après, parce que avec le retour de Klay Thompson, avec le recrutement d'Otto Porter, même s'il peut jouer au poste 4, avec la draft de Kuminga, même s'il peut jouer aussi au poste 4, avec la draft de Moses Moody, qui est un très bon shooter, ça fait beaucoup de monde sur les postes de 3 et 4. Wiggins, je l'ai trouvé très bon l'an dernier, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de tant que ça de lui. Il y a peut-être plus besoin de renfort intérieur, je pense. Wiseman fait beaucoup trop d'erreurs, à mon avis, pour une équipe qui veut aller loin. C'est trop tôt pour l'imaginer pratiquer un basket de la win, et je trouve que, notamment en défense, il est pas assez mature. Il a trop d'absence. Et en fait, l'arrivée de Siakam densifierait bien le secteur intérieur. Par contre, Steve Kerr, il faudrait qu'il joue avec un vrai small ball. Il serait obligé de décaler Draymond en 5, par exemple. Mais c'est pas grave, parce que Draymond en 5, ça a déjà été testé, et Kerr a déjà montré qu'il avait pas peur de faire ça, et que les line-up de petite taille, ça lui faisait pas peur non plus. Et après, si t'as besoin de kilos, t'as toujours un Kevon Looney sur le banc, même si je crois pas énormément en ce joueur. Après, même Siakam, pourquoi pas il fait 2m06, donc pourquoi pas l'imaginer défendre sur des postes 5 si t'as besoin. Quoi qu'il en soit, Siakam, il apporterait des qualités athlétiques, il apporterait de la vitesse, il apporterait du jeu en transition, il apporterait du point en drive, il apporterait encore de la défense, encore de l'agressivité, des choses que Wiseman est pas encore capable de faire. Et surtout, là où je pense que Siakam apporterait une vraie plus-value, c'est sur ses coupes, sur ses cuts. Parce qu'en fait, c'est là, je pense que Wiggins n'était pas génial l'année dernière. À Golden State, on a un Curry qui porte beaucoup la balle, et c'est normal vu comment il est bon avec la balle, donc il faut des gars qui lui proposent des solutions. Wiggins, lui, j'avais l'impression qu'il attendait un peu trop son tour sur le côté pour pouvoir ensuite jouer en ISO. Siakam, c'est pas ça son jeu. Mis à part son début de saison 2019-2020, là, où il était sur un nuage, où il a été très bon, il s'est comporté en franchise player, malheureusement, avec la pandémie, tout ça, ça a un peu vite disparu. Je l'ai jamais trouvé aussi bon que lorsqu'il jouait avec un Kawhi Leonard et un Kyle Lowry, qui, eux, portaient la balle. Parce que les défenses étaient moins concentrées sur Siakam, Siakam pouvait proposer des solutions, proposer des cuts, et c'est là qu'il a brillé en tout cas, qu'il a été le plus efficace, mis à part ces quelques mois du début de saison 2019-2020. Et là, à Golden State, au vu de l'équipe, et au vu des qualités et des individualités qu'il y a chez les Warriors, je pense qu'il aurait le champ libre. Pour moi, avec cette arrivée-là, les Warriors progressent bien sur le court terme, donc c'est sûr que si tu penses au futur, la perte de Wiseman est relou au vu du joueur qu'il peut être, mais est-ce qu'à Golden State, tu pourras vraiment développer Wiseman comme à son full potentiel? Je suis pas sûr, parce que c'est pas forcément les meilleures conditions pour qu'il se développe. Et puis de toute façon, même si jamais il se développe, tu te dis que un pivot, ça met toujours du temps à se développer, et le jour où il arrivera à son prime, il sera peut-être trop tard, Curry n'aura sûrement plus l'âge de gagner un titre. Donc si Golden State veut encore s'offrir une aventure le plus loin possible en playoff, à mon avis, ça se fera sans Wiseman. Bon, tu récupères un second tour aussi, ça va pas changer la face du monde, mais ça permet de penser un petit peu au futur, ou au moins avoir quelques assets. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'à Golden State, le mieux c'est de jouer le tout pour le tout de suite, et se séparer de Wiggins et de Wiseman pour avoir un mec comme Siakam qui peut
peut vraiment fitter chez les Warriors, ça me semble très bien, surtout avec un coach comme Steve Kerr qui aime bien les 5 small ball. Later that same evening. Si on fait le bilan de ce trade, celui-là vous le validez à 67%. Et ce qui est marrant, c'est que les deux clans qui l'ont plus ou moins pas validé, c'est soit du côté de Philadelphie, ou selon eux, du côté de Philadelphie, on ne récupère pas assez. Je pense que c'est peut-être pas mal, après c'est vrai que ça lâche aussi un first du côté de Philadelphie, mais bon, mine de rien, je trouve, comme je disais, hein, Philadelphie, encore une fois, je le répète comme à chaque fois, ils auront sûrement le dos au mur, et ils auront aussi du mal à dégoter une grosse offre comme ils le souhaitaient en début de off-season. Maintenant, lâcher un first, ça fait peut-être beaucoup, mais n'empêche que je trouve qu'ils ont 3 joueurs qui permettraient d'approfondir les rotations, et aussi la Team Raptors, qui refuse absolument ce trade, parce que je crois du côté des fans des Raptors, on ne veut pas entendre parler de reconstruction. Je pense que moi, 3 first round, ça se refuse pas comme ça, surtout si tu te sépares. Ok, hein, c'est vrai que à Toronto, on a essayé de reconstruire autour de Siakam et Van Vliet, mais je suis pas sûr que ça fonctionne sur le long terme, je suis pas sûr que ça fonctionne, et là, si ça fonctionne pas, Siakam et Van Vliet ont des gros contrats qui vont lier les mains des Raptors un peu sur le futur, donc je pense que se dire à Toronto, cette reconstruction ne nous permettra pas mieux que de faire du ventre mou, et on récupère surtout 3 firsts et Wiseman, donc c'est comme si tu récupérais 4 firsts pour ces joueurs-là, tu penses vraiment à l'avenir, avec un Wiggins qui, je pense, je répète, n'a que 26 ans, peut encore, j'y crois, s'affirmer en franchise player. Là-dessus, pour moi, Toronto, si tu pars dans une optique de reconstruction, c'est un trade idéal. Maintenant, s'ils veulent y croire encore une fois, et encore une saison, et tenter de faire les playoffs, ok, ils feront pas ça, mais par contre, si tu te dis... nous, le ventre mou, ça nous intéresse pas. Pour moi, ce sera difficile de trouver mieux du côté de Toronto. En tout cas, si vous êtes 67% à avoir validé, c'est que globalement ça vous plaît. Mon usine à gaz à 4 équipes. Et de toute façon, c'est toujours comme ça. On voit toujours des joueurs avec des cotes différentes. On sera jamais d'accord sur les trades. Les équipes qu'on supporte, on est difficilement objectif avec eux. Moi-même, pour les 76ers, hein, même si j'ai essayé de l'être au maximum. Et on aura toujours des avis différents. Les valeurs des joueurs sont différentes aux yeux de chacun, et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de désaccords. Quoi qu'il en soit, je suis content, parce que finalement, il y a eu 4 transferts sur 6 au-dessus des 50%, il y en a eu un qui était pas loin à 48%, et c'était le deuxième que vous n'aviez pas du tout validé. Donc globalement, ça veut dire que, à part peut-être un trade que j'ai foiré, que vous n'avez pas trop aimé, j'ai réussi, je pense, à vous proposer globalement des trades au moins un petit peu cohérents. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous rejoignez la communauté au niveau des votes qu'il y a eu vis-à-vis de ces trades que j'ai proposés? Lequel pour vous semble le plus réaliste et le plus équilibré pour toutes les équipes en jeu? Écrivez-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse, en me disant quelle est selon vous la destination la plus probable pour ce qui est de Ben Simmons. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un max de pouces bleus et on spamme la section com pour le référencement, bébé. Et sachez que tous ceux qui ne le feront pas, je les envoie dans le package avec Ben Simmons, direction la Chine, les Beijing Ducks. Ouais, parce que sans plaisanter, j'en entends pas mal dire que la place de Ben Simmons est en CBA, et il faudrait quand même pas abuser non plus. Mais bref, c'est comme ça et je comprends un petit peu qu'il y a du troll. Et pour finir, de toute façon, vous connaissez, pour le soutien ultime de chez Ultime, c'est sur Tipeee que ça se passe. Gros merci du fond du cœur à tous ceux qui sont présents, mois après mois. C'est en grande partie grâce à vous que le 6ème homme en est là aujourd'hui. Alors gros big up et cœur avec les doigts. À très vite.